Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre émission podcast. Moi, je suis Juliana Manso, l'une des présentatrices. Et moi, je suis Camila Miranda. Aujourd'hui, on vous invite à faire une réflexion à partir d'un sujet très important pour l'histoire des migrants japonais au Brésil. La culture et la langue japonaise en tant qu'identité des migrants dans le pays. Pour ceux qui n'avaient jamais pensé à ça, on va commencer par un petit aperçu historique de la migration japonaise au Brésil. En cette année de 2021, on célèbre les 113 ans de migration japonaise. Mais ça n'était pas toujours une date commémorative pour tous. La migration a commencé en 1908, quand les Japonais sont arrivés au Brésil en bateau pour travailler dans la campagne, spécifiquement dans la région de production de café et d'autres plantations. Actuellement, le Brésil est le pays qui compte le plus grand nombre de Japonais en dehors du Japon. Néanmoins, la migration japonaise au début du XXe siècle n'était pas vue comme un mouvement positif. Il y avait la crainte que les races dites inférieures se mélangeaient avec les Brésiliens. Il y a même un ministre brésilien au Japon, Manuel Oliveira Lima, qui était contre la migration japonaise en 1901. Vu qu'il existe une nature physiologique et sociale qui sépare la race aryenne de la race mongole, selon lui. En parlant de psychologie, les médias ont contribué à la création d'une image du peuple japonais dans l'imaginaire des Brésiliens. Cette image a été constituée en 3 phases. La première est antérieure à la guerre russe-japonaise, 1903-1904. La deuxième est au cours du conflit et la troisième après le combat. La première est celle du japonisme, l'esthétique de la culture japonaise, la mystification et l'exotique inoffensif des samouraïs et des cerisiers. La deuxième phase a été caractérisée par des journaux qui reproduisaient le discours anglais et le français, selon lesquels les farouches japonais ont été capables de réussir la guerre contre le colosse russe. À cause de cette image de victoire, la troisième phase a été caractérisée par la vision du danger jeune, le peuple étrange auquel on ne peut pas faire confiance. L'une des plus grandes préoccupations des migrants japonais était l'éducation. Selon les archives du musée de la migration japonaise au Brésil, l'école était le premier bâtiment que la communauté japonaise construisait dans leurs associations. La fonction principale des écoles était d'enseigner la langue japonaise aux enfants. Dans ces conditions, les enfants étudiaient les disciplines générales dans les écoles publiques brésiliennes et apprenaient le japonais et cultivaient la fierté japonaise dans l'école de la communauté migrante. Le résultat a été très positif. En 1930, seulement 2% des Japonais au Brésil étaient illettrés. Malheureusement, la législation brésilienne prohibait l'usage d'une langue étrangère aux enfants mineurs de 10 ans. Cette situation-là a empiré à partir de 1937, sous le gouvernement de l'État nouveau, sous lequel la presse en langue japonaise a été interdite et d'autres 500 écoles japonaises ont été fermées à cause de la Deuxième Guerre mondiale, vu que le Brésil et le Japon combattaient en côtés opposés. Ainsi, le gouvernement commence une politique de glottophobie contre la langue japonaise. Pour cette raison, il est important de définir le concept de glottophobie. Selon le sociologue Philippe Blanchet, la glottophobie est le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion de personnes, la discrimination négative effectivement ou prétendument fondée sur le fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises certaines formes linguistiques. Dans ces conditions, comme la langue japonaise a été interdite au Brésil pendant l'État nouveau de Getúlio Vargas, sous prétexte d'une politique de nationalisation du pays, on peut parler de glottophobie envers les locuteurs de cette langue.
Pour comprendre mieux ce qui a été la répression linguistique du japonais, on vous invite à entendre les témoignages de deux victimes de cette criminalisation de la langue japonaise, Alice et Julia, qui sont cousines d'une famille migrante japonaise au Brésil. Ma mère était vivante à l'époque de la répression après la Deuxième Guerre, et elle m'a dit que les écoles japonaises ont fermé. Elle était obligée d'aller dans une autre école et on ne pouvait pas parler le japonais. L'époque était un peu compliquée parce que le Brésil a interrompu toute relation diplomatique avec le Japon. Et ça veut dire qu'on ne pouvait pas avoir des liens avec les Japonaises. On ne pouvait pas écouter la radio, lire le journal, recevoir ou envoyer des lettres et on ne pouvait pas parler le japonais à cause de la peur du gouvernement brésilien d'être trompé par nous. Je sais qu'il y avait un groupe japonais considéré comme terroriste pour être trop nationaliste et pour ne pas croire que le Japon a perdu la guerre. Ils ont même réprimé les Japonais qui ont oublié leur patrie. Le livre Corações Sujos parle un peu de ça. C'était une époque trop compliquée. On ne pouvait pas parler japonais par l'ordre des propriétaires de fermes où mes parents travaillaient à l'époque. Le gouvernement n'aimait pas non plus les immigrants qui ne parlaient que japonais. Mon père est arrivé à São Paulo à l'âge de 7 ans en 1937 et ma mère en 1933 avec moins d'un an. Ainsi, leurs parents parlaient japonais à la campagne et entre amis. Je pense qu'à cause des préjugés de l'époque, ils avaient aussi l'habitude de donner des surnoms, des noms brésiliens pour se identifier et peut-être pour souffrir moins de bullying. Ils se sont mariés en 1959 et ils ne parlaient que pas japonais avec leurs enfants, à cause des préjugés et à cause de la dictature. Ils ne parlaient japonais qu'avec la famille et les amis de la même génération. Ce fut une période difficile. Ils ont souffert de préjugés et beaucoup de désillusions sur le Brésil. Il y avait beaucoup qui ont fini par se suicider. Un mauvais moment dont ils n'aimaient pas se souvenir. C'est très dur d'entendre ces mots. Les conséquences de cette répression montrent la tentative d'effacement d'une identité commune. Toutefois, les communautés japonaises ont résisté à l'ostracisme militaire. Ils savaient que, pour être acceptés au Brésil, ils devaient essayer de participer dans les sphères sociales communes. Donc, les communautés nippo-brésiliennes ont pu se fortifier avec le soutien de quelques postes politiques de telle sorte qu'en 1947, São Paulo élit un vereador d'origine japonaise. Et il y a eu un mouvement de familles japonaises qui partaient de la campagne vers les grands centres urbains. En 1988, selon l'IBGE, la région sud-est accueillait presque 980 000 Japonais. Aujourd'hui, il y a plus de 1,5 million de Japonais à São Paulo. Le quartier appelé Liberdade au centre-ville est connu comme l'endroit l'un des plus japonais au Brésil grâce à son architecture et aux commerces et restaurants locaux dans lesquels on peut manger des repas typiquement japonais. On peut dire donc que la répression linguistique par les moyens institutionnels a cessé, mais cela ne veut pas dire que le préjugé a fini. Aujourd'hui, on parle de préjugés jaunes, en face duquel les personnes d'origine japonaise souffrent la xénophobie ou des représentations culturelles bizarres. Et ce ne sont pas seulement les Japonais qui souffrent. J'habite dans un quartier où il y a un supermarché administré par une famille chinoise et quand les fonctionnaires parlent en chinois entre eux, les clients n'aiment pas. En plus, on a entendu parler qu'une école privée à São Paulo ne permet pas à leurs étudiants de parler le chinois à cause d'avoir peur de ne pas comprendre ce qu'ils disent. De la même façon, dû au coronavirus, le nombre de crimes pour des motifs racistes et xénophobiques a augmenté. Nous devons beaucoup travailler pour changer cette idéologie.
finir notre réflexion, nous voulons recommander la visite virtuelle au Musée de la Migration japonaise à São Paulo, Bukio. Le site est très intéressant et vous pouvez y trouver beaucoup d'informations sur la communauté japonaise et leur contribution à la formation de l'État de São Paulo. www.bukio.org.br. Aussi, si vous êtes d'une famille migrante du XXe siècle au Brésil, vous pouvez chercher l'identité et les documents de votre relatif au Musée de la Migration. www.museudamigração.org.br. En ce qui concerne le préjugé envers la communauté asiatique, je vous recommande vivement l'article Meu nome não é Japa, o preconceito amarelo, publié par Carol Ito dans la revue Trip. On vous remercie d'avoir entendu jusqu'à la fin de cette émission. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Sayonara.